quoi sert d'avoir la lumière du soleil si on a les yeux fermés? I believe I can fly. Si je poursuis, I believe I can touch the sky. Ça refait ou pas? Ça. Ne t'es pas qu'on va faire tout ce qu'on a fait. Non, du tout, du tout. Quel conseil d'un... Pardon. C'est la fatigue de la... Bonjour à tous, bienvenue dans notre 7e édition Mise en Lumière. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Trabelsi. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Pouvez-vous nous raconter d'où vous venez? Alors, je suis donc français d'origine tunisienne. J'ai fait mes études jusqu'à mon diplôme d'ingénieur en Tunisie. J'ai eu l'occasion par la suite en fait, de finir mes études, de terminer mes études en France, mes études de troisième cycle. Et par la suite, les opportunités, les occasions ont fait que, et mon parcours a fait que, j'ai passé plusieurs opportunités professionnelles. Donc j'ai commencé par Dassault Systèmes, après AFNOR Normalisation, et aujourd'hui je suis heureux d'être à l'OPPBTP. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené chez l'OPBTP? Alors, c'est le destin. Alors, ce qui m'a ramené surtout, c'est... En fait, il y a pas mal de chance dans mon parcours, donc j'ai beaucoup de chance en fait, hein. Rien que l'opportunité, notamment pour un jeune étudiant tunisien de venir s'installer aussi en France, finir ses études en France, c'était une chance pour moi. Il faut savoir que quand j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en Tunisie avec des bons résultats. Et pour les étudiants, on va dire excellents, hein, ils ont l'opportunité de finir leurs études soit en Allemagne, soit en France, soit au Canada. Et le choix a fait que c'était l'opportunité de venir en France. J'ai commencé un peu, ce qui m'a un peu guidé, le fil conducteur, c'était surtout pour moi d'avoir un sens, de donner un sens à ce que je fais. Et le sens a commencé en fait par protéger les gens, les accompagner. J'ai commencé au début un petit stage sur une plateforme pétrolière, là où j'ai assisté à mon premier accident de travail, qui m'a un peu marqué. Et avec ça, j'ai commencé un peu à chercher vraiment un réel sens, quoi. Ça m'a emmené à l'AFNOR, avec plusieurs postes, hein. Chef de projet normalisation, après normalisation française, européenne, internationale. J'étais aussi responsable du pôle santé et sécurité au travail à l'AFNOR. Je pense aussi à un moment donné, donc je venais d'acheter ma maison. On était content de l'avoir. Il a fallu faire des travaux. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais faire un truc rapidement. J'avais une fuite au niveau du toit. Donc, j'ai cru comprendre que j'étais bien équipé, j'avais tout ce qu'il faut pour m'équiper. Je monte pour réparer rapidement, je glisse, je tombe. Je fais une chute de 4 mètres. Ah. Ouais. Une chute de 4 mètres, donc deux fractures dans chaque jambe, quelques vertèbres fissurées. Et ça m'a marqué aussi. Donc pour dire, tiens, dans ma période à l'hôpital, donc j'ai partagé quelques aventures aussi avec des accidentés, couvreurs et autres. Je commençais aussi à me poser des questions, de dire, si j'arrive à m'en sortir en bonne santé, et il faut que je fasse quelque chose. Et quels sont vos principaux défis au sein de l'OPBTP? Alors, au sein de l'OPPBTP, il y en a pas mal, hein, des défis aujourd'hui. Ce qui nous anime quotidiennement, mes collègues et moi, et notre direction, surtout, réduire les accidents de travail, réduire les maladies professionnelles et améliorer les conditions de travail. C'est ça les 3 enjeux clés. Et qu'est-ce qui vous motive le plus aussi dans votre travail au quotidien? Ça rejoint un petit peu la question... Si je dois peut-être souligner une motivation un peu plus poussée, c'est toujours cette présence en fait, avec des actions concrètes, avec des actions au terrain. On n'est pas là on n'est pas hors sol, quoi. On n'est pas là pour juste préconiser des trucs ou sur dire tiens, on fait que de la com. C'est des choses pratico-pratiques, hein. C'est vraiment la vie de l'entreprise. Donc on va essayer notamment avec l'analyse des accidents quand ils ont lieu, ou un accompagnement quand on va préconiser quelque chose. Donc on se met en mode groupe de travail pour réfléchir sur quelles sont les bonnes préconisations en prenant en compte les spécificités des entreprises. Aujourd'hui, une meilleure prévention, c'est une prévention performante. On regarde à la fois l'entreprise, sa performance, et la prévention, elle est intégrée automatiquement dedans. Donc tout ce travail-là qui fait que cette proximité terrain, en fait, cette proximité avec les entreprises, notamment grâce à nos agences aussi, qui permet d'être motivé par le contact humain. Et aujourd'hui, vous avez quel regard sur l'évolution du BTP? Alors,
je prétends pas avoir un regard, la capacité d'évaluer tout le secteur aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment une visibilité limitée par rapport au marché globalement. Un secteur qui cherche toujours à apporter une valeur ajoutée en prévention, réduire la sinistralité. Quasiment, j'ai envie de dire, tous les employeurs, par souci d'attractivité, d'image aussi, et humainement aussi, cherchent à protéger leurs salariés, à en prendre soin, à leur donner envie de travailler, à revenir. C'est un secteur aussi qui innove pas mal, il innove beaucoup. C'est un secteur qui a besoin d'innover de toute façon pour pouvoir avancer. Quand on regarde aujourd'hui sur tout ce qu'on fait, nous, à l'OPP-BTP, en termes d'innovation, de veille innovation, donc on a pas mal de pistes d'innovation avec notre accélérateur santé-prévention, avec d'autres fondateurs aussi, Pro-BTP, 3CA BTP, SMA BTP et Impulse Partner, démontrent que le BTP innove aujourd'hui, il a une appétence pour innover, et ça rejoint ce que je vous ai partagé, hein, c'est cherche à innover pour améliorer la performance, la qualité, et aussi pour réduire la sinistralité et avoir un peu plus de prévention. Et aujourd'hui, que diriez-vous à un jeune qui aimerait occuper le même poste que le vôtre? S'il y a un point vraiment important, hein, c'est surtout de travailler, la formation, se former, c'est très important. Je crois beaucoup à la formation, je crois beaucoup au maintien des compétences. C'est ça qui permet, à force de travailler, à force d'essayer d'avoir plusieurs compétences, augmenter son niveau aussi, aller chercher d'autres territoires ou d'autres champs de compétences. Quand on se lance sur une nouvelle formation, ça va nous secouer un peu. Donc on va sortir un peu de notre zone de confort, ce qu'on sait maîtriser, surtout pour des formations certifiantes où il y a une évaluation après. Donc on va être en face de son propre niveau par rapport à cette compétence-là. C'est ça que je trouve intéressant. Et à force en fait de s'alimenter, de s'enrichir aussi, c'est ça qui fait que aujourd'hui l'opportunité pour les jeunes surtout, il y a pas mal de moyens en plus. Pas forcément une formation payante, chère, certifiante. Pas mal de modules de e-learning. Nous, sur notre site, par exemple, on propose pas mal de modules gratuits. Il y a les tutos sur YouTube, il y a des Il y a modules. des webinaires aussi. Il y a des webinaires, il y a des cours gratuits sur Internet. Donc, c'est surtout l'envie de dire, tiens, j'ai envie d'apprendre une nouvelle chose, j'ai envie de... Ça, c'est très important. Et surtout, c'est un deuxième point, c'est d'être curieux. C'est la curiosité qui va donner envie. D'ailleurs, ils sont liés les deux. Et concrètement, à quoi servent les EPI? Alors, les EPI, les équipements de protection individuelle, en fait, c'est le dernier recours. Quand on fait appel à mon expertise sur le choix d'un EPI, je dois vérifier d'abord est-ce qu'on a bien vérifié qu'on a mis en place des solutions pour éviter le risque, minimiser le risque, réduire le risque. Est-ce qu'on a mis en place des solutions collectives? On appelle les principes généraux de prévention dans le Code du travail. N'importe quel préventeur maîtrise les principes généraux de prévention, et ils sont 9 en tout. Et tout en bas, on commence par éliminer le risque, et tout en bas, il y a le port des EPI. Donc, quand toutes les autres mesures en amont n'ont pas été respectées, ou on n'a pas pu donner réponse, on n'a pas pu les exploiter, ça arrive parfois, le dernier recours, c'est le port des EPI. C'est le dernier recours, certes, donc c'est à ne pas négliger. Il faut pas, voilà, c'est le dernier rempart, donc c'est le dernier bouclier. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Un salarié chute de hauteur, il n'a pas d'autre solution de prévention, il n'y a que le port du harnais. Le système de liaison, le point d'ancrage, c'est le dernier bouclier. Et quels sont les EPI les plus courants? Les EPI les plus courants, les EPI aujourd'hui couvrent la tête aux pieds pour tous les risques. Il y a les casques, les gants, les combis, les combinaisons, les parkas, les chaussures, les bottes, les harnais, la protection auditive, les lunettes. Plus consommé, c'est tout ce qui est EPI jetable. D'accord. Donc on tombe un peu dans tout ce qui est risque chimique, les gants. Les gants risques chimiques, les combinaisons. Vous savez, c'est des jetables, donc on achète, on jette, on achète, on porte, on jette. Et les plus portés, du coup? Les plus portés, ça dépend des risques. D'accord. Ça dépend du métier, ça dépend des risques. Du domaine. Ça dépend du domaine. Il n'y a pas un EPI passe-partout. Comment on peut savoir si un EPI il est aux normes? Aujourd'hui, sur le marché européen, on n'a pas le droit de commercialiser un EPI qui n'est pas conforme aux normes. Donc, pour être commercialisé, un EPI doit avoir des attestations de conformité. D'accord. Il y a un règlement européen, un règlement EPI. À partir du moment où le fabricant décide ou fait le choix de fabriquer un EPI, il doit d'abord faire évaluer son EPI, son produit. Donc, j'ai envie de dire que
j'ai envie de dire que tous les EPI aujourd'hui en France, ça arrive des cas où on tombe sur, vous savez, tout ce qui est par exemple les cas que j'ai pu détecter moi sur des EPI non conformes, c'est des achats en ligne. Il n'y a pas le passage par les douanes. En fait, il n'y a pas le passage par les Il y a douanes. pas, du Côté coup. virtuel, il y a moins le système, il est beaucoup moins prudent par rapport à ça. C'est là où on peut être confronté soit à des EPI non conformes aux normes, donc il n'y a pas le marquage CE dessus, soit c'est des EPI falsifiés ou contrefaits. Est-ce qu'on peut personnaliser un EPI avec le logo d'une entreprise? Très bonne question. Nous, on est pas mal sollicité sur ce type de besoin. Ça touche surtout les vêtements de travail, parfois les vêtements de protection ou les casques. Normalement, la réglementation aujourd'hui interdit de modifier un EPI. D'accord. Si je modifie un équipement de protection individuelle, je dois repasser, vous rappelez l'histoire du test. Donc il y a une phrase très claire dans le règlement qui dit interdit de modifier un EPI. Si je suis utilisateur ou distributeur et je modifie l'EPI, je deviens fabricant. Donc je dois repasser là. Sauf à l'exception de certains cas où le fabricant lui-même peut autoriser ou peut prévoir besoin d'un utilisateur ou d'un acheteur en termes d'image. Donc il va prévoir peut-être un endroit sur le casque pour mettre le logo de l'entreprise. Il va prévoir sur le parka un endroit quelque part pour... À partir du moment où la notice du fabricant le précise, je respecte la notice, j'ai tout à fait le droit de modifier mon EPI pour ajouter un logo, un badge. Et c'est très important de savoir qu'il ne faut surtout pas s'amuser à faire n'importe quoi, si je peux me permettre, sur ces équipements type harnais, casque. On voit parfois, en fait, on les voit beaucoup chez les Canadiens, les Américains. Parfois, moi, je reçois des photos avec des casques avec des logos partout. Il faut savoir que il y a eu des cas, il y a eu des accidents par rapport à ça aussi. C'est que à force de mettre de la colle partout autour d'un casque, il y a une réaction chimique entre la colle et la composition chimique du casque. Donc on peut modifier la résistance mécanique d'un casque parce qu'on s'est amusé à mettre un peu de la colle partout. À partir du moment où la modification n'est pas maîtrisée, on n'est pas sûr que ça peut ne pas nuire à la robustesse et à la fiabilité de l'équipement. D'où l'importance de toujours se baser sur la notice du fabricant qui va m'expliquer où je peux modifier, comment je peux modifier. Et quelle est la durée de vie d'un EPI? La durée de vie d'un EPI, ça dépend de l'équipement, ça dépend du fabricant. Il y a des équipements durée de vie annuelle, il y en a qui sont 2 ans, il y en a 5 ans, 6 ans. Un casque par exemple? Un casque, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Le casque à la très simple, c'est un très bon exemple. La date, elle est moulée sur le casque. Et est-ce qu'il y a des EPI recyclables? On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. Il y a quelques initiatives, notamment en France. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, et ça, je le regrette. Il n'y en a pas beaucoup qui commencent un peu, notamment des distributeurs, qui commencent un peu à le proposer, aller chercher, par exemple, des casques périmés, aller chercher des chaussures pour pouvoir, par la suite, ou des vêtements, pas vêtements à risque chimique, parce que les vêtements à risque chimique, ils ont un autre circuit, pour pouvoir recycler, pour un casque, par exemple, il y a une association qui s'appelle Casque Éthique, qui permet par exemple de recycler tous les composants d'un casque pour pouvoir par la suite fabriquer avec des règles, des équerres. La tendance commence à s'installer et j'ose espérer qu'elle va continuer à s'alimenter. Il y a d'autres parties prenantes qui seront aussi intéressées par ça. Quel est le budget annuel moyen à prévoir pour les EPI? Ça dépend. Ça dépend de Ça la dépend de la structure. taille de l'entreprise, ça dépend du nombre de salariés à équiper, ça dépend du risque. Le coût aussi d'un EPI, ça varie selon le modèle. Au sein d'une entreprise, qui achète les EPI? Alors, au sein d'une entreprise, ça dépend de l'entreprise. D'accord. Soit on est TPE, PME, artisan, TPE, PME ou grand groupe. Il y a des cas où c'est le salarié lui-même qui achète son équipement. Quand je dis salarié, c'est l'auto-entrepreneur ou en fait, l'artisan. Et vous savez, l'artisan, il a plusieurs casquettes. Et patron, salarié, responsable de prévention, donc il fait tout à la fois. Il y a des cas où, notamment si je prends par exemple les grands groupes, donc il y a le service achat, il y a le service prévention. Ce que je recommande moi à chaque fois, il ne faut surtout pas que l'achat de l'EPI soit que une démarche comptable, de chercher le moins cher. Je cherche des casques pour équiper mes gars, allez hop, je vais regarder un fichier Excel avec le prix le moins cher. C'est bien d'associer le préventeur, c'est bien d'associer le salarié. Donc généralement, les bonnes pratiques, ou là où ça marche
plus efficacement quand autour de la même table, on a le service achat, on a la direction de prévention, on a un représentant des salariés aussi, et qui se mettent autour du choix, comment on va acheter le bon équipement. Donc, il y aura peut-être la possibilité de mettre en place un protocole de test entre plusieurs modèles. On intègre le salarié dans le choix aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir des EPI conformes aux normes et pas efficaces? Alors, normalement, non. Parce que D'accord. justement, la conformité aux normes fait en sorte, c'est ça qui rassure l'utilisateur quand on voit sur la notice ou sur le produit le marquage CE, la conformité aux normes en question, ils sont bien précisés. C'est ça qui rassure le porteur et l'utilisateur. Sauf que c'est vraiment c'est la base. Être conforme aux normes, aujourd'hui, tous les fabricants sont capables de le faire. De toute façon, ils n'ont pas le choix s'ils veulent vendre. Le challenge, il est où? C'est d'aller plus loin que la norme, d'avoir des spécificités plus robustes que la norme. La norme ne dit pas grand-chose sur le confort, on va aller plus loin. Comment assurer l'équipement le plus confortable? Je reviens sur le harnais. Avoir un harnais confortable avec des bandes larges, ajustable facilement, confortable à porter. Maintenant, on a même des fentes pour les femmes, des harnais portés par les femmes aujourd'hui. Donc, ces petits plus-là, ils ne sont pas dans les normes. Et les fabricants l'ont bien compris. La concurrence entre eux, elle n'est pas sur les exigences basiques d'une norme. Alors, comment gérer le stock et la traçabilité des EPI? Alors, le stock et la traçabilité des EPI, d'abord, c'est un point important. C'est surtout savoir que c'est ça qui permet de garantir que l'équipement reste opérationnel. Je vais regarder la notice de fabricant. La notice de fabricant me précise, moi, en tant qu'acheteur, en tant qu'utilisateur, que les EPI, je dois les stocker à telle température, dans telles conditions. Quand j'ai besoin de l'équipement, hop, je trouve. On se rappelle tous de la crise Covid. À l'époque, on cherchait des masques partout. On se rappelait tous des stocks périmés. Parce que les masques, malheureusement, on avait des masques chirurgicaux, des masques FFP2, FFP3, sauf qu'ils étaient d'une part périmés, mal stockés, et on n'a pas pu profiter d'un stock parce que les conditions de stockage n'ont pas été respectées. Si je stocke mal un stock de chaussures, j'ai acheté pas mal de chaussures pour toute mon entreprise, pour tous mes chantiers sur les 2 ans à venir. Sauf que je n'ai pas fait attention aux conditions de stockage. L'humidité, la chaleur... Voilà, j'ai pas fait attention à cela. Il y a des entreprises, au moment où ils ont eu besoin de ces chaussures-là, ils ont ouvert les boîtes, les semelles étaient dégradées, s'effritaient. Tout simplement parce que les conditions de stockage n'ont pas été respectées. Et à chaque fois, à chaque équipement, on va regarder, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Donc il faut regarder, selon la notice de fabricant, quelles sont les conditions de stockage. Et est-ce qu'on peut intégrer les EPI dans une démarche RSE? Bien évidemment, bien sûr. On peut l'intégrer dans le critère de choix. Donc on va acheter plutôt en fait des équipements RSE qui respectent notamment la fabrication, la matière première. Il y a pas mal d'éléments. Donc là, les experts RSE le maîtrisent beaucoup plus que moi. Pas mal d'éléments qu'on peut intégrer avant d'acheter, dont le recyclage par la suite, comment aussi la fin de vie des équipements achetés. Donc tout ce parcours-là de l'équipement entre sa fabrication, avec quelle matière première, il était fabriqué où, le parcours qu'il a fait jusqu'à arriver chez l'utilisateur, comment il a été utilisé et quelle est sa fin de vie, tous ces points-là qu'on doit regarder de près, analyser sur l'ensemble des équipements, sur l'ensemble des produits, sont applicables aussi sur les EPI. D'accord. Et comment on peut sensibiliser efficacement nos salariés ou des employés sur les ports des EPI? Alors, c'est vraiment l'enjeu, hein. C'est ce qui m'anime, moi, tous les jours, mes collègues aussi. À partir du moment où il y a le travail qui est fait sur la sensibilisation par rapport au risque, il ne se fait pas de dire, tiens, la loi m'oblige à t'acheter ce casque-là, tu dois le porter. Je dois t'expliquer pour quelle raison tu dois le porter. Il va te protéger de quoi? Si je ne fais pas l'effort en tant que préventeur, en tant qu'employeur, en tant que patron, je ne fais pas l'effort pour t'expliquer et te sensibiliser sur les risques avant tout, et en quoi l'équipement que je te demande de porter va te protéger, je risque de passer à côté de quelque chose d'une bonne sensibilisation. C'est ça. Et le salarié finira par ne pas le porter, parce que pour lui, c'est la contrainte du patron. Ce que j'ai pu constater parfois, il y a l'approche aussi, le point de vue générationnel. Moi, j'ai eu des cas sur certains chantiers ou des échanges avec des salariés un peu plus expérimentés, un peu plus anciens. C'est, bon, ça fait 20 ans que je travaille comme ça, je ne vois pas pourquoi maintenant je dois changer.
Les jeunes aujourd'hui, heureusement, je pense grâce à un peu plus de travail de sensibilisation, de formation, ils ont une autre façon de voir, heureusement. Les jeunes aujourd'hui, c'est plutôt, moi j'ai envie d'être bien protégé parce que voilà, je viens d'avoir installé ma famille, j'ai des enfants à en prendre soin, j'ai envie de vivre longtemps en bonne santé avec eux. Bon, en dehors du BTP, on le voit aussi, moi j'ai pu le voir avec mes travaux de normalisation à l'époque pour tout ce qui est pesticides, les agriculteurs, pareil. Entre l'ancienne génération, une génération un peu plus expérimentée, et les jeunes agriculteurs aujourd'hui, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Les jeunes aujourd'hui ont plus tendance à s'équiper, ils vont chercher le bon équipement, comment je dois me protéger. Et c'est ça qui est important, former, sensibiliser, pour donner envie, hein, pour donner envie aux salariés. Et quels sont les risques, du coup, pour un salarié de ne pas porter ses EPI? Je peux vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai eu mon accident, à l'époque, je suis tombé de mon toit quand j'ai fait mes travaux. Donc je sors de l'hôpital, je suis en fauteuil roulant, je fais appel à un couvreur, parce que le trou, il est resté toujours. Le trou dans mon toit, il était toujours là. Il venait avec un autre jeune, j'ai su après que c'était son fils. Donc pour faire le devis, je sors en fait pour regarder ce qui est le guider, quoi, lui donner les consignes. Et donc pour mesurer ce qu'il faut et me faire un devis. Donc il monte avec son fils, bien équipé, harnais, longe, l'ancrage était vérifié, le travail était nickel. Il me dit je suis disponible la semaine prochaine, il vient. Il m'a surprise quand il intervient. Il saute en 5 minutes sur le toit avec son fils, sans protection, sans harnais, rien. Donc moi en catastrophe, je sors rapidement. Je dis mais en fait, pourquoi vous n'avez pas fait comme le jour du devis? Il m'explique clairement, en fait, c'était très limpide pour lui, hein. C'est je ne vais pas m'équiper pendant 20 minutes pour un truc qui va durer 5-10 minutes. Donc, rapidement, je lui demande de descendre. Il dit clairement, moi, j'ai pas envie d'avoir sur la conscience un mort chez moi, hein, devant chez moi. Et je commence à lui expliquer. Donc, et surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est la légèreté avec laquelle il n'a pas essayé de sensibiliser son fils. Il avait peut-être 16 ou 17 ans. C'est-à-dire, tu as fait le choix pour toi-même de ne pas t'équiper, ok. Mais là, il y a ton fils avec toi. Du coup, au moins, prendre soin. Et le comportement qui a varié, en fait, qui a complètement changé entre le jour du devis, pour donner une bonne image, je pense, ou pour donner un aspect un peu sérieux de l'intervention, et le jour de l'intervention réellement, ce petit décalage, le grand décalage entre les deux. Donc, heureusement, ça n'a pas fini par un accident. Donc, il a fini par équiper son fils, parce qu'il n'avait pas le choix. Soit il part, il n'était pas payé encore. Donc soit il quitte, soit il s'équipe, il a fait le choix de s'équiper. Du coup, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur la non-conformité des EPI. Je vous invite à suivre Mohamed Trabelsi. Quelles sont vos principales sources de motivation? Alors, si vous faites référence à tous mes posts LinkedIn sur les EPI défaillants ou les rappels, c'est surtout d'alerter la motivation, d'alerter rapidement les entreprises, les salariés sur un EPI défaillant pour qu'ils arrêtent de le porter. Il y a un décalage, on perd beaucoup de temps entre l'information que le pays est défaillant, où il y a eu un rappel sur le marché, le temps que l'information arrive dans l'entreprise, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est ça qui me motive. Donc je dois diffuser l'information rapidement pour éviter d'avoir un accident sur un équipement qui a fait l'objet d'un rappel ou d'une défaillance. Sur tout ce qui est présence réseaux sociaux, l'OPPBTP, mes collègues et moi, ce qui nous anime surtout en dehors des défaillances des EPI, c'est surtout de partager. Donc je regarde un peu mes chiffres, on est sur 13 000 contenus aujourd'hui sur notre site. D'accord. 13 000 contenus, donc il ne suffit pas de produire, il faut aussi le faire savoir. Les réseaux sociaux, c'est un bon levier pour pouvoir le faire. En tout, on a 86 000 abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et TikTok aujourd'hui. On est presque 400 salariés. Donc vous regardez l'ensemble des entreprises du BTP, techniquement c'est impossible d'accompagner tout le monde. Donc le digital, notre site internet, les réseaux sociaux offrent aussi un bon moyen pour communiquer, pour toucher les entreprises, toucher les salariés, pour que l'information arrive et que la sensibilisation aux différents risques soit au rendez-vous aussi. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui hésitent encore à acheter des EPI? En fait, le premier conseil surtout, c'est partir de l'analyse des risques de l'entreprise. Prenez le temps d'analyser vos risques. Analysez aussi les mesures de prévention et de protection à mettre en place en face de ces risques-là, identifiés. À un moment donné,
à partir du moment où on a évalué les risques, on était sensibilisé, et que le dernier recours, c'était le port d'un EPI, je ne vois pas comment faire de plus pour fermer les yeux sur l'importance de port des EPI ou faire autrement la tâche. On va chercher la technicité, on va chercher comment je fais mon métier, comment j'exécute ma tâche comme il faut. Donc on passe à la rubrique Bonaparte. Donc pour en savoir plus sur vous, est-ce qu'il y a un livre, une musique, une citation qui vous accompagne souvent? Côté citation, alors, j'en ai deux. Ma préférée est restée longtemps en arrière-plan sur mon écran. Il s'avère que c'était de la famille royale, nos amis anglais. No pain, no gain. Donc la traduction française, c'est autour pas de gain sans souffrance. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction ou pas. Mais en tout cas, il faut toujours un effort pour pouvoir gagner quelque chose. Il n'y a rien sans rien. La deuxième citation, d'origine arabe, il y en a plusieurs, hein. C'est très riche en citations, mais si je dois retenir une citation, à quoi sert d'avoir la lumière du soleil si on a les yeux fermés? À quoi sert d'avoir la lumière du soleil Si les yeux sont fermés. Il y en a d'autres, hein, mais... Y a-t-il une personne dans votre vie ou dans votre histoire qui vous inspire particulièrement? Celle qui m'a marqué le plus, c'est une connaissance, c'est personnel, c'est un voisin que je connais très bien en Tunisie, pêcheur. C'est son gagne-pain. Et j'ai beaucoup appris de lui. Je continue toujours à apprendre de lui. C'est toujours un plaisir de le revoir. Donc je pense, ouais, pas mal de situations au travail, pas mal de situations dans la vie qui font penser à lui. Donc, Et ça fait quoi d'être le collègue de Mohamed Trabelsi? Oula, c'est pénible, hein. Il faut poser la question à mes collègues. Bah, c'est quelqu'un de, je pense, c'est en tout cas le retour que j'ai, les feedbacks que j'ai, c'est quelqu'un d'actif, dynamique, parce que j'apprends beaucoup de mes collègues aussi, donc ça tourne, ouais, c'est surtout ça. Ok. Et quel est votre premier geste en arrivant le matin au travail? Et c'est faire le tour des bureaux pour dire bonjour. Généralement, je suis le premier arrivé, mais je fais quand même le tour pour saluer mes collègues, l'occasion, prendre un café avant de démarrer l'ordinateur. Et si vous pouvez faire un autre métier pendant une journée, ça serait lequel? Pilote de Formule 1. Alors j'ai deux sports préférés. Il y a que je pratique, c'est le taekwondo, depuis mon enfance. Je suis ceinture noire taekwondo. Et l'autre, mais je ne le pratique pas, mais je le regarde, c'est la Formule 1. Ok. Donc j'ai toujours rêvé, quelques expériences en karting me font me projeter un peu vers la fin. Mais c'est vrai que j'aimerais bien passer une journée, même pas une journée entière, mais un petit moment, ouais, en mode course, avec la team qu'on voit à la télé là derrière la fin, et tout le monde communique en radio, ils ont le stress de gagner une course. Ouais. Et quelle est la phrase que vous dites tout le temps? La phrase que je dis tout le temps, alors, c'est I believe I can fly. D'accord. Si je poursuis, I believe I can touch the sky. Ok. Je m'arrête là. Quel conseil donnez-vous le plus souvent? C'est toujours autour en fait du travail. Ça m'arrive aussi d'avoir des questions aussi sur les difficultés avec des étudiants étrangers, notamment pour s'intégrer, pour s'installer. Ce que je leur dis à chaque fois, ne te laisse pas tes origines te définir. On a tous une histoire. Le plus important, c'est qu'est-ce que je fais avec mon histoire. Ne pas se limiter sur les origines, les difficultés au départ et tout. C'est de continuer à écrire sa propre histoire. Et quelle est votre plus grande fierté? Alors, ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Je pense à Myriam et Amine. Je suis ravi d'être leur papa. Et quel est le truc le plus fou que vous ayez fait? Le plus fou, c'était un saut parachute. D'accord. C'était le plus à risque. J'ai fini par avoir le courage de le faire. Un mot de la fin? Un mot de la fin, si je dois clôturer notre entretien, donc d'abord merci beaucoup d'avoir organisé cet échange. Si je m'adresse notamment aux jeunes surtout, pour la énième fois, l'importance de se former, l'importance d'avoir des compétences, ne pas baisser les bras. Les opportunités aujourd'hui pour monter en compétence sur tout ce qu'on veut, il y en a pas mal. Merci Monsieur Trabelsi, merci l'OPBTP, merci de nous avoir accueillis dans votre structure. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous interviewer et à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Merci, à bientôt.